Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne des femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Justine ou Savitri, consultante en sciences védiques. Nous allons parler de remèdes utilisés et proposés en Jyotish. Bonne écoute! Bonjour Justine, bienvenue sur le podcast. Bonjour les filles. Comment vas-tu? Ça va très bien et vous? Ah bah écoute, ça va super. On est contente de te recevoir pour parler de Jyotish. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours? Comment est-ce que tu as rencontré l'Ayurveda, le yoga, le Jyotish? Comment ça s'est fait tout ça? Bien sûr. Donc moi j'ai eu la chance de beaucoup voyager dans ma vingtaine. Je suis partie en Nouvelle-Zélande, en Australie. Et sur mon chemin, je suis tombée un petit peu malade. Et il s'avère qu'en Australie, j'ai découvert l'Ayurveda avec un docteur ayurvédique absolument incroyable qui m'a permis de comprendre un petit peu quels étaient les doshas, les éléments qui vivaient en moi et qu'est-ce qui interférait avec ma santé. Et au fil de mon parcours, je me suis rendue en Inde où j'ai appris le yoga, puis les massages ayurvédiques. Et de fil en aiguille, tout m'a amené à l'astrologie, au Jyotish, puisque je me suis rendu compte que finalement, l'aspect physique était très important, mais l'aspect aussi céleste, karmique, nous influençait énormément. Et pour comprendre un petit peu tout ça, je me suis plongée dans le Jyotish et depuis, je décroche plus. C'est devenu une grande passion que j'aime beaucoup partager. Et le Jyotish nous aide vraiment en complément de l'Ayurveda, mais aussi du Vastu, à vraiment comprendre qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette vie, qu'est-ce qu'on est venu partager et quels sont un petit peu les challenges auxquels on est venu faire face. Et voilà, c'est un petit peu mon parcours. Super. Est-ce que, alors on a déjà fait quelques épisodes sur le podcast parlant du Jyotish avec Raphaël Calef et un autre avec Manon Moulaine. Est-ce que pour les personnes qui peut-être n'ont pas écouté ces épisodes, ne connaissent pas ou n'ont pas encore compris ce que c'était exactement le Jyotish, est-ce que tu peux nous définir, nous donner ta définition à toi, par exemple, du Jyotish? Oui. Alors le Jyotish, c'est l'œil des Védas. Donc c'est vraiment en fait l'étude des astres, l'étude des corps célestes. Et c'est entre guillemets une façon de nous comprendre et de comprendre le karma qu'on est venu expérimenter au travers de la position des astres, mais aussi c'est une façon de comprendre le monde dans lequel on vit. Donc c'est vraiment l'œil des Védas, puisque pour le coup, grâce à un thème natal, on arrive à voir un petit peu le karma qu'on est venu expérimenter. Et le Jyotish, il a cette capacité de nous offrir, et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, des remèdes pour faire face du coup à ce karma qu'on est venu expérimenter. Donc c'est pas seulement une astrologie qu'on aurait tendance à dire fataliste. Au contraire, le Jyotish a vraiment cette capacité de nous redonner le pouvoir de nos actions pour du coup changer notre destinée et puis aussi bien sûr travailler sur l'aspect spirituel, développement de soi et accueil du divin dans cette incarnation. Oui, c'est pas Madame Irma avec sa boule de cristal, c'est pas l'objectif, c'est vraiment d'être actif par rapport à ça. Et comment est-ce que tu le pratiques toi? Qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que tu fais des consultations? Comment ça se passe? Donc je fais des lectures de thèmes natals, en particulier qu'on appelle Jakata, qui est une science particulière à l'astrologie védique, sachant qu'on inclut aussi d'autres sciences comme la réponse à des questions, Prashna ou la planification d'événements, Muhurta. La lecture de thèmes, en fait, elle nous permet vraiment déjà de découvrir qui on est, à la fois sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental, émotionnel. Elle nous permet de découvrir nos points faibles, mais surtout nos points forts. Qu'est-ce qui fait de nous qui nous sommes, notre parcours, et comment est-ce qu'on peut, grâce aux outils avec lesquels on s'est incarné, comment est-ce qu'on peut évoluer, apprendre, grandir et transcender aussi les maux qui vivent et qu'on a expérimentés dans cette vie. Donc moi, je partage une vision assez
pragmatique dans le sens où moi j'aime bien dire voilà, ok, il y a des choses qui ont été expérimentées. Comment est-ce que on peut trouver des remèdes? Comment est-ce qu'on peut mettre en place des actions au quotidien pour améliorer notre état? On parle dans les sciences védiques du Kriyaman Karma, qui est le karma lié au libre arbitre. Et moi, je suis très friande de ce karma-là en particulier parce que souvent on se dit bon, bah il m'arrive ça, je peux rien y faire. Effectivement, il y a du karma qu'on peut pas changer, qui s'appelle le Drida Karma. Et ça, bon bah malheureusement, on va devoir y faire face, pardon. Par contre, à l'inverse, il y a du karma qu'on peut changer, qui est le Adrida Karma. Et ça, c'est lié du coup à ce Kriyaman Karma qui est lié à notre libre arbitre. Donc si nous mettons en place les bonnes actions, le bon état d'esprit, on a la force de pouvoir changer les choses. Donc je pratique vraiment une astrologie où je vous donne, entre guillemets, les clés pour devenir acteur de votre vie finalement et pas seulement se dire bon bah voilà, il m'arrive telle et telle chose et bah je laisse couler, je ne fais rien et je rentre dans un cercle un peu fataliste finalement. Donc en fait, quand on vient te voir et qu'on voit que on veut changer certaines choses, etc., tu vas nous donner toute une liste de conseils, de choses à mettre en place pour justement équilibrer un peu tout ça et trouver les bonnes actions à faire pour avoir le karma qui nous convienne aussi. C'est ça? C'est plein de conseils et plein de remèdes. Exactement, sachant que les remèdes vont être en fait adaptés déjà aux besoins de la personne. Et puis, on va pas partir non plus sur une ribambelle de remèdes. Il faut que ce soit assez adapté aux conditions dans lesquelles on vit actuellement et à ce qu'on est capable en fait de mettre en place, sans que ce soit une surcharge finalement mentale. Un des 4 dharma, un des 4 missions de vie, c'est kama, le plaisir. Et moi, j'aime beaucoup miser en fait les remèdes sur le plaisir. Il faut que tout ce qu'on fasse, on le fasse avec le plaisir de le faire. Et il y a plusieurs axes qu'on peut aborder. Un des premiers remèdes, ça va être les remèdes ayurvédiques. On va travailler avec le corps physique. Donc, un des premiers koshas finalement. Donc, ça va être super important, forcément, de bien s'alimenter, de faire attention à sa digestion, peut-être éventuellement de changer de routine ou de changer, peut-être de prendre quelques herbes, etc. On va aussi travailler avec la respiration, donc le deuxième kosha, ça va être aussi important, les pranayamas. On peut travailler, bien entendu, avec les mantras. Les mantras, c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement, tout simplement parce que travailler avec la vibration, on travaille avec le corps subtil, on travaille avec les émotions, le mental et aussi avec l'intellect. Donc, ça nous permet vraiment de restructurer la façon dont on réfléchit, dont on interagit avec le monde. On peut travailler avec les pierres. Alors encore une fois, les pierres, c'est toute une autre science, mais la lithothérapie, c'est extrêmement puissant. En Ayurveda et en Jyotish, on utilise particulièrement certaines pierres pour certaines conditions. Mais un des remèdes, un des upayas les plus importants, ça va être l'action et la charité. Ça va être vraiment 2 remèdes qui, comme ça, en fait, ont l'air de rien, mais sont les remèdes les plus importants et sur lesquels je mise en particulier. Parce que des fois, une action qu'on va faire 1 fois par semaine, 1 fois par jour, ça va vraiment changer déjà notre état d'esprit, mais aussi toutes les énergies qu'il y a autour de nous. Et ça va vraiment nous permettre de travailler sur le subtil, sur l'émotionnel, mais aussi sur le corps physique. Tout ça, en fait, va permettre de changer le subtil et de l'imprégner dans le corps physique pour que du coup, en fait, on puisse alléger de notre karma et vivre ce qu'on est réellement venu vivre, expérimenter sans souffrance et dans la joie et le bonheur. Un beau programme. Oui, un gros programme. Et si j'ai bien compris, en fait, donc c'est l'ensemble de ces remèdes qu'on appelle upaya, c'est bien ça? Exactement. Est-ce qu'il y a une définition de ce terme précise ou c'est vraiment, ça signifie l'ensemble des remèdes? Upaya, c'est vraiment remède. Donc après, on peut inclure vraiment tout ce qu'on va pouvoir inclure comme remède, que ce soit l'alimentation, les respirations, la charité, l'étude de soi, de sa psychologie, etc. Et du coup, concernant la charité ou le don, du coup, ça va être précis ou tu vas dire à une personne, il faut donner à tel type de personne, à telle date. Est-ce que c'est toute la vie? Tu vois, comment ça fonctionne au niveau de tout ce qui est charité? Alors la charité, on va souvent l'axer sur la planète qui va nous faire défaut dans notre thème. Par exemple, on a un Jupiter qui est un petit peu faible et qui nous pose souci. Donc Jupiter qui nous pose souci, ça peut être un manque d'optimisme, ça peut aussi être un manque d'enfants, par exemple. Et donc du coup, Jupiter va représenter l'éducation, les écoles. Donc on va vouloir faire des dons éventuellement à des écoles. On peut le faire sur une période donnée. En général, un remède, moi j'aime bien dire qu'il faut 42 jours pour déjà voir des effets.
S'il n'y a pas d'effet, ça veut peut-être dire que le remède n'est pas forcément adapté ou qu'il faut changer quelque chose. Donc déjà, on a une période donnée où on peut voir et expérimenter le remède. Parce qu'encore une fois, l'expérience, c'est un peu la clé de voûte de tout. C'est bien d'avoir de la croyance, mais on peut surtout expérimenter ces choses-là et c'est le plus important pour que ça devienne du concret. Donc, on va avoir cette date précise. Après, effectivement, il y a certains remèdes qu'on va vouloir commencer à une période particulière. Par exemple, on voudra commencer des panchakarma à des dates particulières quand la lune est dans un nakshatra particulier. Idem, on voudra éventuellement peut-être concevoir un enfant à une date particulière. Ça, c'est muhurta, c'est la planification d'événements. Et il y a des dates qui sont plus ou moins auspicieuses pour commencer un mantra ou non. Ça, c'est quand on veut aller très très loin dans le Jyotish. Personnellement, je donne pas de date particulière pour commencer un mantra. On peut le faire le jour qui peut être en lien avec le mantra. Donc, ça peut être le jeudi si on veut faire un mantra pour soutenir Jupiter, par exemple. Tout simplement parce qu'il faut pas oublier que la culture indienne védique, c'est une culture qui est extrêmement vaste et qui est pas forcément facile à comprendre pour nous, occidentaux, qui n'avons pas du tout le background culturel. Donc, commencer avec des choses simples, c'est déjà énorme parce qu'on commence déjà quelque chose. Après, quand on va aller plus loin, bien sûr, avec le Jyotish, on peut faire des choses fabuleuses et vraiment timées en fonction de la position des planètes. Et au niveau des mantras, donc pareil, c'est toujours le même principe. En fait, tu vois la planète qui est faible pour la personne et puis tu adaptes un mantra spécifiquement, c'est bien ça? Oui, alors on peut faire ça pour soutenir une planète. Moi, ce que j'aime faire aussi, c'est d'offrir aux personnes le mantra de leur Ishta Devata ou de leur divinité, puisque dans un thème, on peut voir quelle est la divinité védique qui résonne avec nous. Et on a aussi un mantra personnel qui est construit selon les nakshatras de notre ascendant et de notre lune, ce qui nous permet en fait de travailler de façon subtile à rééquilibrer et à s'unir avec notre thème et ce qu'on est venu expérimenter. Donc effectivement, on peut soutenir une planète en particulier, mais moi j'aime travailler sur du long terme avec une divinité particulière parce que les archétypes hindous, ils sont absolument fantastiques puisqu'ils ont une mythologie qui est absolument incroyable et qui nous permettent en fait de comprendre un petit peu nos histoires à nous, humains, parce que si vous lisez un petit peu la mythologie védique, vous voyez que les dieux, ils vivent toute une sorte de péripéties et on peut apparenter leurs péripéties à nos péripéties à nous, humains, finalement, et comprendre cette mythologie-là, c'est aussi comprendre certains aspects en nous. Par exemple, on a un souci avec Ketu dans notre thème. Ketu, c'est souvent les maladies qu'on n'arrive pas à identifier. Ça peut être les épidémies, ça peut être les empoisonnements, puisque Ketu, c'est le nœud sud, c'est notre karma passé, c'est les choses inconnues. Et Ketu, il a pas de tête, puisqu'il est le corps du démon Rahu Ketu. Et une autre divinité qui n'a pas de tête, c'est Ganesh. Ganesh qui est la divinité de la connaissance, du savoir. Donc finalement, quand on a des soucis avec Ketu, prier Ganesh, travailler avec l'archétype de Ganesh, ou en tout cas essayer de comprendre qui est Ganesh dans la mythologie védique, va nous permettre de travailler indirectement avec Ketu pour le soulager et le travailler d'une façon entre guillemets, si je peux dire comme ça, positive, puisque Ganesh va nous apporter toute sa positivité, il va nous enlever les obstacles, il va nous apporter la connaissance des Védas et des textes anciens. Quand tu dis prier Ganesh, comment on fait en fait quand on est un petit occidental complètement athée qui connaît rien à toutes ces divinités dont tu viens de nous parler. Du coup, c'est toi qui nous donne une prière à faire ou un mantra à réciter. Est-ce que ça suffit de l'écouter? Comment ça se passe? Moi, encore une fois, je pars sur du principe qu'il faut faire ce qui résonne avec nous. Donc, c'est-à-dire que si chanter le mantra ne vibre pas avec nous, l'écouter peut très bien suffire. Et puis, dans un premier temps, peut-être que finalement, juste se renseigner sur qui est Ganesh et juste visualiser l'histoire, en fait, de cette divinité. Qu'est-ce que Ganesh a vécu et comment est-ce que je peux l'interpréter à ma propre vie et à ce que j'ai vécu moi, ça peut être déjà un premier travail. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas bercé dans cette culture-là, ça peut nous sembler complètement fou, puis c'est des choses auxquelles on n'est pas du tout relié. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que si on a une religion particulière à laquelle on est attaché plutôt qu'à l'hindouisme, on peut très bien trouver des équivalences, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, aux équivalences védiques indiennes. Alors foncièrement, quand on travaille avec le Jyotish, on travaille naturellement avec les archétypes hindous puisque c'est ce qui est écrit dans les textes et c'est comme ça que le Jyotish et les autres sciences en fait se lient. Mais on peut tout à fait travailler simplement avec les qualités de l'archétype sans se dire je prie Ganesh.
Après, effectivement, il y a des mantras qui vont résonner avec la divinité, et ça, après, c'est par rapport au sentiment, au feeling. Est-ce que le mantra vibre avec moi ou non? À ce compte-là, tant mieux, je peux le mettre sur YouTube, l'écouter, ou je peux le chanter. Et on peut faire étape par étape et laisser, en fait, simplement la culture s'imprégner à nous si elle nous parle, ou au contraire, aller sur une autre culture si elle nous parle plus, tout en utilisant les qualités qui ont été évoquées par l'archétype. Ouais, et puis il y a plein de mantras différents. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir lequel va être bon pour nous? En fait, dans le sens de ma question, c'est par où est-ce qu'on commence quand on commence à s'intéresser au Jyotish et tout ça? Est-ce qu'il faut forcément passer par un praticien qui va lire notre thème pour nous conseiller les remèdes? Alors, l'idéal, bien entendu, je vais dire que c'est mieux de passer par un praticien puisqu'au moins vous êtes sûr de ce que vous allez faire. Après, une autre façon simple, c'est de regarder la maison 5. La maison 5, c'est la maison de l'Ishtadevata dans le thème védique. Cette maison 5, elle va nous donner du coup notre divinité natale. Donc par exemple, si vous avez encore une fois qui est tout dans cette maison 5, vous allez peut-être vouloir prier Ganesh en particulier puisque c'est ce que va refléter qui est tout dans cette maison. Alors, si vous avez un tableau avec les divinités et puis les associations avec les planètes et les signes, eh bien, tant mieux. Vous pouvez trouver tout seul, en fait, votre divinité et votre mantra qui va résonner avec vous. Si vous n'avez pas cette information, que vous pouvez éventuellement trouver dans diverses formations astrologiques, eh bien, vous allez vouloir faire appel, à un praticien de Jyotish pour connaître votre mantra. Donc au début, ça peut paraître un petit peu compliqué quand on n'a pas des bases de Jyotish, mais si on s'informe un petit peu, c'est quelque chose qu'on peut trouver sur Internet ou dans des livres. Et du coup, par rapport aux remèdes, tu disais donc le Jyotish, c'est très lié à l'Ayurveda. Donc les personnes comme toi par exemple, qui font des consultations pour le thème natal, sont également formées à l'Ayurveda, puisque tu vas également donner plein de conseils ayurvédiques, ou pas spécialement? Alors, toutes les personnes qui font du Jyotish ne sont pas forcément formées en Ayurveda. En général, on apprend toujours que les planètes ont des liens avec les doshas et que les signes ont aussi des liens avec les éléments. Donc, effectivement, il y a des petites bases d'Ayurveda qui sont transmises. Après, si on veut vraiment faire de l'Ayur Jyotish, donc vraiment proposer des remèdes ayurvédiques, je pense qu'il faut une formation toute particulière en tant que praticien Ayurveda, puisque là, on va toucher au corps physique et effectivement, ça peut être intéressant d'avoir des bases quand même d'Ayurveda pour parler des tissus, des datsus, pour parler des shrotas, pour parler de plein de choses qui sont pas forcément abordées quand on fait du Jyotish. Mais en Jyotish, on peut conseiller des plantes aussi, du coup, des herbes, des plantes, des rituels à mettre en place, en fait. Tout à fait. Par exemple, si vous avez votre soleil qui est par exemple, affaibli. Un soleil qui est affaibli, ça peut être un Agni qui est faible. Donc là, on va vouloir peut-être conseiller certaines plantes épicées pour renforcer Agni. Donc ça peut être du gingembre, ça peut être de la cardamome, ça peut être du trikatu, ça peut être différentes formules qui peuvent soutenir le soleil. Idem si vous avez Saturne qui est éventuellement déséquilibré, soit dans votre thème, soit parce que vous passez au travers d'une période planétaire, ou ce qu'on appelle un dasha, vous voudrez peut-être faire attention à ce que Saturne ne soit pas trop fort, surtout si vous avez un vata qui est extrêmement prédominant déjà dans la constitution natale. Donc vous allez peut-être vouloir faire des massages abhyanga, prendre de l'ashwagandha, mais tout cela va dépendre de la vision de votre praticien ayurvédique que vous allez consulter ou de la personne qui propose de l'Ayur Jyotish. Mais effectivement, il y a des plantes qui peuvent être associées aux planètes et donc du coup à leurs effets. Et c'est intéressant de voir la combinaison Ayurveda et Jyotish. C'est pour ça que j'aime toujours beaucoup discuter avec des praticiens en Jyotish parce que je trouve ça extrêmement complémentaire et t'en parlais de l'Ayur Jyotish aussi. Et tu parlais également des pierres tout à l'heure. Comment est-ce que tu peux les utiliser en tant que remède? Alors les pierres, il faut faire très attention, mais comme avec les plantes ayurvédiques, bien entendu, on fait pas tout et n'importe quoi. D'ailleurs, là, j'ai cité quelques plantes ayurvédiques, mais c'est pas parce que vous passez au travers d'une période de Saturne qu'il faut sauter sur de l'ashwagandha ou à l'inverse prendre d'autres plantes. Il faut vraiment faire attention puisque tous ces remèdes-là vont nous influencer d'une certaine façon. Les pierres, c'est pareil. Les pierres, elles vont avoir une très forte influence, notamment les pierres qui vont être en lien avec des planètes dites maléfiques. Par exemple,
l'œil de chat, c'est une pierre qui est reliée à Ketu. Donc si on la porte vraiment dans le cas où Ketu a un aspect plutôt positif dans notre thème, bien que ça reste une planète maléfique. Mais par exemple, une planète maléfique, donc Mars, qui aurait un aspect maléfique, donc non fonctionnel, non bénéfique dans notre thème, on évitera de porter des pierres de Mars, parce que ça pourrait amplifier l'aspect négatif de Mars. En général, ce qu'on conseille, c'est de porter soit la pierre du seigneur de l'ascendant ou de la maison 9. La maison 9, elle est dite Bhagya ou de chance. Donc, qu'est-ce que c'est le seigneur? C'est-à-dire que si votre ascendant, il est en Sagittaire, imaginons, le seigneur, donc la planète qui dirige ce signe, c'est Jupiter. Donc, ça veut dire qu'on va vouloir porter des pierres qui sont en lien avec Jupiter, par exemple. Ouais, faut vraiment consulter quelqu'un parce que faut déjà connaître son ascendant, faut connaître tout ça, quoi. Alors, c'est vrai que ça demande quand même certaines connaissances. Ouais, c'est sûr. Il vaut mieux pour ne pas faire n'importe quoi. Est-ce qu'il y a d'autres remèdes dont tu aimerais parler, qu'on n'a peut-être pas cités ou sur lesquels tu aimerais apporter quelques détails? Alors, c'est vrai que là, j'ai beaucoup parlé de choses qui peuvent paraître très difficiles à mettre en place pour nous en tant qu'occidentaux. Mon Dieu, des mantras, de la charité, des actions, faire de l'Ayurveda, enfin tout ça, on se dit, mon Dieu, je vais jamais y arriver, il y a trop de choses à faire. Mais il y a des choses, en fait, qu'on peut faire et qui sont ultra simples. Et c'est des choses qu'on peut cultiver. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cultiver des choses? Ça va être cultiver des qualités, cultiver des valeurs, cultiver des choses en fait qui vont soutenir les planètes et qui vont finalement nous faire du bien. Par exemple, Saturne vous embête. Saturne en général, il nous embête toujours pour X raisons, soit parce qu'il est en retour, soit parce qu'il est en Sadesati. Puis on aime bien blâmer Saturne parce que c'est le disciple, c'est le yogi, et puis c'est celui qui nous amène, qui nous veut nous apprendre une certaine discipline, une certaine rigueur. Puis nous on n'aime pas trop ça, la rigueur et la discipline en général. Donc on peut prendre plein de plantes, on peut chanter plein de mantras, mais la vérité c'est que Saturne, pour l'apaiser, en remède, le seul vrai remède, c'est la discipline et la dévotion. Ce sont vraiment les deux choses que Saturne va vouloir nous apprendre, et autant les mettre en place comme remède tout de suite, comme ça les effets de Saturne ne seront que bénéfiques, puisqu'on pourra tirer vraiment des enseignements de Saturne au travers de notre discipline, donc de notre pratique. Ça peut être se lever tous les matins avec notre routine ayurvédique, ou ça peut être une petite discipline de se dire je me lève le matin à 6 heures pour prendre soin des autres, pour être dans la charité, etc. Donc cultiver des valeurs, ça va être en fait des choses qui vont être très très importantes. Par exemple, si on peut prendre un autre exemple, si on a Vénus qui est affaiblie dans notre thème, travailler avec la sensibilité, la féminité, la sexualité, l'art, la danse, la création, tout ce genre de choses, en fait, ça va être des choses qui vont être très très simples à mettre en place, qui nécessitent pas d'avoir une formation de 10 ans en Ayurveda ou en Jyotish, et qui vont en fait vraiment, ces remèdes vont faire l'effet d'une bombe, parce que ce qui est le plus important, ça va être de cultiver des choses dans son cœur et sur le corps physique. Les mantras et tout le reste, c'est du bonus et ça marche super bien, mais si c'est inaccessible, autant les mettre de côté et faire des choses qui nous parlent et qui nous rendent heureux. C'est le plus important. Et qu'est-ce qui se passe si on se trompe de remède ou si on n'applique pas les bons remèdes? Tu disais tout à l'heure, par exemple, avec les pierres ou les plantes, nous, on connaît très bien les plantes en Ayurveda. Effectivement, ça peut avoir des conséquences fâcheuses si on se trompe. Qu'est-ce qui se passe avec les remèdes un petit peu que tu as cités? Est-ce que ça peut avoir des conséquences néfastes? Alors, je veux pas vous faire peur parce que c'est pas le but, mais effectivement, mettre des pierres qui vont soutenir une planète qui aurait tendance à être maléfique dans un thème, ça va renforcer cette planète. Donc, par exemple, un excès de Mars, qu'est-ce que ça va faire? Ça va renforcer le Pitta en nous, tout simplement. Mars va aussi diriger tout ce qui va être en lien avec le sang. Donc, forcément, des maladies sanguines, ce genre de choses, ça va peut-être être renforcé. L'excès de Pitta, ça peut aussi être en lien avec les yeux, donc la vue, l'acuité visuelle, ou peut-être des pleurs, en tout cas voilà, des choses en lien avec les yeux, ça peut ressortir. La peau aussi va être effectivement peut-être affectée si on a un excès de Mars. Et puis sur le plan émotionnel, mental, ça peut être des colères qui peuvent ressortir, de la frustration par exemple. Donc des choses qu'on n'a pas forcément envie de vivre finalement. Donc je pense qu'on le ressent assez facilement.
Une plante, ça peut mettre un petit peu plus de temps, entre guillemets, à faire son effet, quoique certaines plantes font leurs effets très rapidement. Mais une pierre, en général, vous la mettez. Si au bout de quelques jours, une semaine, vous sentez un déséquilibre émotionnel, mental, c'est peut-être que la pierre est tout simplement pas adaptée. D'où l'importance d'être à l'écoute de son propre corps, parce que finalement, on est notre propre et notre meilleur enseignant, et notre corps est une source d'informations absolument incroyable. Et si on se pose un petit peu pour être à l'écoute, on se rend compte que des fois, certaines pierres, certains mantras, en fait, ne résonnent pas avec nous et peuvent nous causer du tort. Et c'est à ce moment-là, on se dit peut-être qu'on va changer de remède et faire quelque chose qui nous apporte un petit peu plus de bénéfices. On revient toujours à ce message essentiel qui est l'écoute, l'observation et l'écoute de son corps et de soi. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu souhaitais ajouter par rapport aux remèdes, justement peut-être en termes de fréquence? Moi, j'ai toujours cette question de est-ce que un remède, ça va être pour une période donnée ou c'est vraiment, par exemple, une pierre qui va être favorable par rapport à une planète, tu vas du coup la porter toute ta vie? Est-ce que c'est toujours, tu vas vraiment donner un calendrier précis de telle date à telle date vous portez la pierre ou ça va être vraiment plus fluide? Alors ça va dépendre de ce qu'on veut faire finalement. Si on veut soutenir une planète parce qu'on est en train de vivre une période planétaire ou un transit qui est difficile, on va vouloir le faire sur une période donnée courte. Par exemple, on a un retour de Saturne, on sait que Saturne reste 2 ans et demi. Si on veut éventuellement soulager Saturne pour X raisons, on voudra le faire sur une période donnée. Si le reste du temps, Saturne nous embête pas, par exemple. Par contre, si on a envie de soutenir une planète, donc en général, on va toujours essayer de soutenir le maître de notre ascendant ou le seigneur de la maison 9. Là, c'est peut-être quelque chose qu'on voudra faire plutôt sur du long terme. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de ce qu'on veut soigner. Pareil, c'est comme en Ayurveda, souvent on va avoir des traitements qui vont être sur du court terme parce qu'on va vouloir renforcer quelque chose en particulier, mais par contre on va avoir des routines qu'on va faire tout le temps jusqu'à la fin de notre vie parce que c'est des choses qui vont nous permettre d'être en bonne santé. Et il en va de même en fait avec les remèdes ayurvédiques Jyotish. Ok. Pour finir, moi j'aurais encore une question. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont un petit peu peur du Jyotish, qui hésitent à aller consulter, qui se disent c'est un petit peu bizarre ce truc. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors déjà, oui, c'est bizarre quand on est occidentaux. Je vais pas vous le cacher, c'est très bizarre parce que forcément, on va avoir des remèdes. Par exemple, vous voulez apaiser Raoult, on peut vous conseiller d'offrir un buffle noir à certains jours. Enfin, il y a vraiment des remèdes comme ça qui peuvent être super étranges. Pareil, vous voulez apaiser Ketu, on peut vous dire d'aller récupérer un drapeau de Ganesh à un temple, puis de le mettre sous votre oreiller. Enfin, il y a vraiment des remèdes qui peuvent être vraiment un petit peu super bizarres pour nous occidentaux. On se dit mais pourquoi il faut que je fasse ça ou pourquoi il faut que je donne des chèvres le mardi? C'est vraiment très bizarre. Il faut pas s'arrêter à ça, dans le sens où je pense que tout astrologue védique qui pratique en Occident essaye d'adapter les remèdes à nous occidentaux. Je sais que moi personnellement, si j'ai une personne qui consulte et qui est pas déjà dans l'Ayurveda ou dans les mantras, je vais pas lui recommander d'aller offrir une chèvre un mardi. Peut-être pas, voilà, sauf si la personne est très ouverte à ça. Donc on reste toujours, je pense, tous les astrologues restent ouverts à ce que la personne en face est capable de recevoir aussi. Effectivement, il y a des remèdes qui peuvent paraître étranges, mais il faut pas s'arrêter à ça, puisque le plus important, c'est ce que vous allez cultiver au travers de vos pratiques, de vos actions, qu'il y a des choses qui sont en fait tout à fait accessibles, outre les mantras, outre l'Ayurveda, la charité, l'action, et puis l'étude de soi, du yoga, finalement, c'est le plus important et c'est ce sur quoi, en tout cas, moi, personnellement, je mets l'accent dans mes lectures. Donc voilà, n'ayez pas peur, restez ouverts puisque le Jyotish, c'est une science qui est universelle, c'est la science des lumières. Et tout ce que le Jyotish est là, c'est pour nous apporter la lumière, la connaissance et le savoir des Védas, de ces sciences sacrées que sont les sciences védiques. Et il faut pas du tout en avoir peur. En plus de ça, il y a rien de fataliste. C'est pas parce que vous allez voir un certain karma dans votre thème que ça va forcément se réaliser, puisque vous avez en vous ce libre arbitre qui est capable de faire changer énormément de choses. Et puis, dites-vous bien que l'astrologie qui est pratiquée ici en Occident, c'est pas la même que celle qui est pratiquée en Inde. En Inde, souvent, vous arrivez, l'astrologue va vous donner votre date de mort, va vous donner plein de choses que vous n'avez pas forcément envie de savoir en Occident, parce que nous, on a un rapport avec la mort qui est assez spécial. Mais ça, vous inquiétez pas, c'est pas du tout l'approche que la plupart des astrologues
ont en Occident. Donc, faut juste y aller avec le cœur ouvert et l'envie peut-être de se découvrir d'une autre façon que l'astrologie tropicale qu'on aurait tendance à plutôt connaître en Occident, finalement. Super. Merci beaucoup, Justine, pour tous ces conseils et pour cet éclairage sur le Jyotish. On arrive à la fin de l'épisode déjà et on a des petites questions rituelles. Mm-hmm. La première, c'est quel est ton rituel préféré? Mon rituel préféré, je sais que ça va paraître trop bête, mais moi j'adore me gratter la langue. J'ai l'impression que je me nettoie de l'intérieur. J'adore ce rituel. Pour moi, la santé buccale, c'est vraiment quelque chose que je trouve essentiel et sur lequel je mets l'accent même quand je fais des lectures de Jyotish. Y avoir une hygiène de vie saine et notamment au travers du nettoyage de la langue, des bains de bouche à l'huile de sésame, c'est pour moi j'adore ça, c'est le top. L'indispensable. L'indispensable, ouais. Quels sont tes projets, Justine, dans les semaines, les mois à venir? Eh bien, continuer à apprendre sur le Jyotish puisqu'on est des étudiants éternels finalement et que je sais pas si on aura assez de cette incarnation pour tout voir des sciences védiques. Donc moi, mes projets, c'est de continuer dans cet apprentissage, continuer à partager les sciences védiques de la façon la plus simple, je l'espère, et la plus compréhensible pour tous parce que ce sont des sciences qui sont malgré tout très complexes et j'espère partager l'astrologie védique au plus grand nombre et que ça devienne quelque chose peut-être de plus commun en France en tout cas. Sacré programme que tu portes. Notre dernière question s'appelle l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? J'aimerais en particulier remercier l'ensemble de mes enseignants qui m'ont guidée à être sur ce podcast aujourd'hui finalement. Bien entendu, remercier Ganesh. Je l'aime tout particulièrement, c'est ma divinité, c'est peut-être pour ça que je vous en ai parlé aujourd'hui. Et puis, il est le patron des sciences védiques et de l'astrologie. J'aimerais, oui, encore une fois, remercier tous mes enseignants qui sont d'une sagesse immense et qui nous apportent énormément au travers du partage de leurs connaissances. Et puis, j'ai beaucoup de gratitude pour vous, les filles, de m'avoir invitée sur ce podcast aujourd'hui pour partager le Jyotish. Merci beaucoup. Merci à toi, Justine, aussi. On est très heureuse d'avoir pu échanger avec toi. Et puis, on mettra bien entendu les coordonnées pour te joindre en description de cet épisode. Tu veux dire un petit mot sur où est-ce qu'on peut te rejoindre sur les réseaux sociaux? Et donc, on peut me retrouver, bien sûr. Donc, on peut me retrouver sur Odias & Soma sur Instagram et aussi sur le site internet www.odiasandsoma.com. Et on peut me prendre des réservations en ligne. On peut aussi retrouver quelques e-books sur le Vastu, mais aussi les nakshatras et le calendrier lunaire sur donation sur le Instagram d'Odias & Soma. Top, super. Merci beaucoup. Merci Justine. Merci à vous. Merci beaucoup Justine, à bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt.